on va se connecter à l'une des finales du débat, parce que, Carl, selon ce qu'on comprend, on serait dans les demi-finales là, actuellement, ou du moins dans les finales de consolation, possiblement, là, parce que l'horaire a possiblement changé dans les dernières minutes, dernières heures. Fait qu'on va pouvoir se connecter dans les prochaines minutes. Mais ce qu'on voit du coin de l'œil, on le voit dans le bas de l'écran, là, les juges qui sont connectés depuis déjà un bon moment et les équipes qui commencent à entrer dans ce Zoom. Et Carl, qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'à présent? Bien, en fait, là, déjà, je suis content de voir les équipes qui sont là parce que, bon, j'avais mentionné plus tôt ce matin, lors d'un débat, j'avais donné un gagnant et définitivement, ils sont là. Donc, je m'étais peut-être pas trompé. Mais oui, sujet d'ailleurs, la demi-finale qu'on a eu. On parlait de la charte de la langue française, donc la loi 101, l'applicabilité sur les entreprises à charte canadienne. Donc, un sujet aussi d'actualité, alors qu'on pense à une révision là, de la loi 101. Donc ça, c'était possiblement la demi-finale, tu me mentionnais, c'est ça? Donc là, est-ce qu'on est encore en demi-finale ou pas? C'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. On va pouvoir s'insérer dans ce Zoom. Et ça, c'est un accès exclusif parce que habituellement, cette année, c'est une compétition qu'on n'a pas accès sur la plateforme Cvent. Exactement, mais bien sûr, on a toujours normalement accès au débat-oratoire. Oui, par contre, généralement, c'est la compétition qui est un peu en dehors là, du reste. Là, donc, parfois dans un autre pavillon, parfois dans un local plus discret ou un auditorium. Il n'y a pas beaucoup de personnes, sauf à la finale d'ailleurs. Donc, on espère que les gens vont assister. Puis ce week-end, bien, moi, ça me fait plaisir parce qu'on a mis en lumière cette épreuve qui est tout aussi pertinente, à mon avis, dans les jeux du commerce. Et là, Carl, qu'est-ce qu'on peut dire de la structure d'un débat? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui n'ont pas nécessairement assisté déjà à un débat ou sinon qui n'ont jamais connu les règlements d'un débat comme celui-là pendant que les juges là, se préparent. Oui, bien, d'ailleurs, là, je peux voir là, que le président... donc, il y a un président qui est le président, dans un certain sens, de la Chambre des communes. Mais là, je crois que ça commence. On va y aller. On est parti. Le Canada... 16 000 personnes à l'intérieur du Canada qui ont perdu la vie, Monsieur le Président. Ça, c'est non seulement des vies perdues, mais des familles qui sont détruites en entier, Monsieur le Président. C'est catastrophique. Nous devons répondre à cet enjeu. C'est pourquoi aujourd'hui, le gouvernement est extrêmement fier. Il se tient debout pour tous les Canadiens et les Canadiennes et propose la motion suivante. Qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada exige une preuve de vaccination contre le coronavirus à quiconque veut entrer sur le territoire canadien. J'aimerais ajouter aussi qu'il est très important de mentionner que cette motion-là rentrerait en vigueur à partir du 25 janvier jusqu'à une date indéterminée. Le vaccin ne sera pas remboursé par le gouvernement. Il sera donc aux frais de tous les Canadiens et les Canadiennes qui souhaitent revenir au pays après ce 25 janvier. Et il y aura des dérogations possibles pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales. Ce qui est important de comprendre dans cet ajout-là au niveau de la proposition, M. le Président, c'est que c'est un choix et non une obligation. À partir du 25 janvier, M. le Président, toute personne qui revient au pays était en connaissance de cause. Donc, toute personne qui part du pays dès aujourd'hui même, dès l'adoption de cette proposition, est en connaissance de cause lorsqu'il va revenir après le 25 janvier. Ce sera donc son choix. Il devra prouver qu'il s'est fait vacciner. Nous avons 3 différents arguments pour appuyer cette proposition et j'ai bien hâte de vous les présenter. La première, c'est un argument de santé publique. La deuxième, c'est un argument de nature économique. La troisième argument sera présenté par ma collègue et ce sera un argument de niveau géopolitique. En commençant, notre premier argument vraiment au niveau de la santé publique. Il faut comprendre que l'essence même de cette proposition-là, c'est pour la santé de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, Monsieur le Président. C'est primordial, c'est l'objectif de la motion et c'est extrêmement critique la situation. C'est pour ça qu'on veut mettre cette proposition-là en place. On aimerait ne pas la mettre en place, mais on est obligé vu la situation actuelle, Monsieur le Président. C'est Santé Canada qui prédit que nous sommes juste au début de la deuxième vague. Il est primordial de réagir aujourd'hui pour qu'il ne soit pas trop tard demain. Il y a un récent sondage, Monsieur le Président, pour appuyer justement cet argument-là, qui est un récent sondage offert par la firme Ipsos, qui affirme justement que la majorité des Canadiens sont pour cette vaccination-là, dans cette forme-là.
puisque justement la situation est critique et on se doit d'agir ainsi. Également, j'aimerais ajouter que c'est d'autant plus pertinent dans l'idée où l'immunité collective, Monsieur le Président, et selon Radio-Canada, selon un sondage, encore une fois, est dite atteinte, elle serait atteinte en quelque sorte à partir du moment où 60 à 70 % des Canadiens seraient vaccinés. Donc, on contribue en quelque sorte non seulement à empêcher, à faire en sorte que le virus passe de frontières à d'autres, d'un pays à un autre, mais en plus, on encourage cette forme d'immunité collective qu'on a tant besoin pour freiner le virus, Monsieur le Président. Le deuxième argument, c'est un argument de nature économique. On a investi beaucoup, on a soutenu l'économie, le public a pris la place du privé, et c'est encore le cas, Monsieur le Président, mais ça coûte très cher à l'État, et ce rythme de ratio dette-PIB, d'endettement, je veux juste vous rappeler, on a augmenté de 19 points de pourcentage en termes de dette-PIB au niveau de la taille de l'économie. On a augmenté de 19 %, c'est énorme. Le ratio dette-PIB aujourd'hui est établi à 50 %, un petit peu plus de 50 %. C'est énorme. On ne peut pas se permettre dans les prochaines années de connaître des aussi grandes augmentations. Donc, de point de vue économique, on doit cesser cette crise-là. On doit trouver une façon d'aplatir la courbe. Et la meilleure façon de le faire d'un point de vue mondial, Monsieur le Président, c'est d'empêcher que des étrangers nous ramènent le virus et contaminent encore plus de gens. C'est un non-sens absolu que ça se produise et c'est pour ça qu'on agit ainsi. L'économie en dépend, Monsieur le Président. La santé de tous les Canadiens en dépendent. Nous devons au plus vite repartir l'économie, encourager les Canadiens à rester au pays et à contribuer à cette relance économique parce qu'en plus, il ne faut pas oublier qu'on crée un incitatif avec cette balise-là à faire en sorte que les Canadiens et les Canadiennes restent au pays et donc dépensent au pays. C'est très important, Monsieur le Président. La santé, on ne le dira jamais assez. Là, c'est la santé de tous les Canadiens et les Canadiennes qui en dépend. Et pour ça, c'est très important. C'est pour ça que nous sommes extrêmement fiers de proposer ça, de proposer cette motion-là. Et j'ai bien hâte d'entendre ma collègue, évidemment, vous parler de notre troisième argument qui sera un argument au niveau géopolitique. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant entendre le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Collègues au gouvernement et à l'opposition. Aujourd'hui, le gouvernement nous a présenté une motion qui a plusieurs effets néfastes, tant sur l'économie que la société, sur la société, et qui apporte des questions constitutionnelles, Monsieur le Président. On ne peut pas aller à l'encontre des droits des Canadiens et des Canadiennes, contre l'essor économique et contre nos engagements internationaux divers. L'opposition est fière de rappeler au gouvernement ses engagements constitutionnels, ses obligations constitutionnelles, ses engagements internationaux et sa responsabilité de faire rouler l'économie canadienne pour tous les Canadiens et les Canadiennes d'un océan à l'autre. C'est pourquoi l'opposition s'oppose à cette motion et va présenter 3 arguments pertinents pour justifier son opposition. Le premier argument sera d'ordre économique, parlant de la chaîne des travailleurs et d'approvisionnement. Le deuxième sera d'ordre juridique, portant sur le droit constitutionnel des Canadiens. Et le troisième argument sera d'ordre social, concernant la discrimination. J'aimerais maintenant débuter par présenter le premier argument de l'opposition, qui va être l'argument économique concernant la chaîne des travailleurs et l'approvisionnement. Monsieur le Président, la frontière canado-américaine est la plus grande frontière terrestre non surveillée de la planète, Monsieur le Président, et c'est un moteur économique très important, tant pour le Canada que pour les États-Unis, et c'est nécessaire pour le transport des marchandises. Des milliers de travailleurs essentiels, tant canadiens qu'américains, traversent la frontière à tous les jours pour travailler, pour aider dans les hôpitaux, pour aider dans les commerces, pour aider dans les garderies, pour simplement faire rouler la vie canadienne, tant pour les Canadiens et les Canadiennes que pour l'économie canadienne. Monsieur le Président, exiger des vaccins à toutes les personnes qui veulent entrer au Canada mettrait en péril la main-d'œuvre canadienne et les entreprises canadiennes, particulièrement ceux près de la frontière canado-américaine. De plus, cette motion pose un problème très important concernant la capacité d'approvisionnement et d'exportation du Canada. Monsieur le Président, je ne pense pas que c'est une nouvelle que je vous apprends que le Canada est un pays qui importe beaucoup des États-Unis et qui nécessite pour son économie, tant pour l'approvisionnement que l'exportation, que les frontières canadiennes soient ouvertes pour le transport. Exiger le vaccin à tous ceux qui veulent entrer au pays viendrait mettre un frein à la chaîne d'approvisionnement canadienne parce qu'elle empêcherait les transporteurs, notamment par les camions ou les véhicules ou même les trains, de
traverser la frontière pour les besoins essentiels, M. le Président. J'aimerais rappeler que le Canada a besoin de ces matériaux. Les Canadiens et les Canadiennes ont besoin de ces denrées pour s'approvisionner et pour simplement vivre. Cela va à l'encontre de la notion du gouvernement qui veulent essayer de protéger les Canadiens, puisque ça ne tient pas la route. Les Canadiens n'auront même plus accès à plusieurs denrées qui sont nécessaires par le commerce entre les deux pays, entre le Canada et les États-Unis. De plus, une autre problématique vient avec le besoin des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Le Canada n'est pas capable de pallier à un manque de main-d'œuvre, surtout l'été, surtout dans les champs cultivateurs, par exemple, notamment au Québec. Et cela mettrait en péril cette approche, puisque les travailleurs essentiels, puisque les Canadiens ne peuvent pas pallier à cette demande, seraient vus refuser l'entrée. Monsieur le Président, on a vu cet été les entreprises s'adapter et être capables de faire venir des travailleurs étrangers et s'assurer que ceux-ci soient pas nécessairement sans COVID, mais que c'est un environnement contrôlé qui ne mettait pas en branle la sécurité des Canadiens et des Canadiennes et la santé publique. On a plusieurs exemples de succès au travers du pays. J'aimerais réfuter maintenant le deuxième argument du gouvernement, qui était un argument économique. Et j'aimerais questionner un peu la pertinence de cet argument, puisqu'il nous parle du déficit, de la dette, mais ne nous dit pas comment se vacciner ou demander la vaccination à toutes les personnes qui veulent rentrer au Canada, comment ça va avoir un impact sur l'économie canadienne. L'opposition n'a pas entendu concrètement comment cet argument était pertinent face à la question, puisqu'on n'a même pas été dit quels allaient être les impacts. On nous a dit, mais quand la situation va être réglée, ça va être beau, on pourra reprendre un rythme un petit peu plus comme avant, ou du moins c'était à peu près ce qu'ils voulaient laisser entendre. Mais malheureusement, M. le Président, on ne comprend pas comment la cause à effet va vraiment se faire, puisqu'ils ne nous ont pas démontré les effets concrets que ça va avoir, cette mesure, sur l'économie canadienne. Merci, M. le Président. L'opposition se tient ferme et demande de refuser cette motion. Je donne maintenant la parole au premier représentant du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour continuer sur les mots de notre premier ministre, laissez-moi maintenant vous présenter notre troisième argument, soit un argument de nature géopolitique. On aimerait rappeler que la motion que l'on vous propose aujourd'hui n'est pas du tout à contre-courant de tout ce qui se fait à l'international sur le plan de la vaccination. C'est d'ailleurs ce qu'une étude de plusieurs chercheurs de l'Université de McGill nous dit. Sur les 193 pays figurant dans les Nations unies, 105 pays, soit 54 possèdent une politique nationale une politique nationale de vaccination rendant obligatoire au moins un vaccin, et la plupart penchaient pour le fait que celui contre la coronavirus le soit. Donc, Monsieur le Président, il serait très irresponsable, en fait, de la part du gouvernement de ne pas imposer la vaccination à toute personne canadienne ou non, mettant les pieds sur notre territoire par seul prétexte de ne pas brimer la liberté de ceux-ci. Les Canadiens qui ont quitté le Canada en connaissance de cause, sachant que la planète au complet se trouve en état d'urgence sanitaire, ont fait eux-mêmes le choix de partir, peu importe le motif, qu'il soit essentiel ou non essentiel. Pour les non-Canadiens voulant mettre les pieds sur le territoire canadien, il est évident de la part du gouvernement que c'est notre devoir d'obliger une preuve de vaccination afin de mettre les pieds au Canada. Pas plus tard qu'hier, M. le Président, on a recensé 812 000 cas de coronavirus à l'échelle mondiale. Donc, c'est encore plus notre devoir d'exiger une preuve de vaccination afin de protéger nos Canadiens et Canadiennes avant tout. Ce serait irresponsable de notre part que de faire autrement. Ce serait même un grand manque de respect envers tous les travailleurs de la santé, tous les travailleurs essentiels qui travaillent corps et âme sans aucun répit depuis mars dernier afin de sauver nos Canadiens et Canadiennes. Le gouvernement a plus que jamais hâte que cette pandémie cesse, qu'on retrouve nos vies normales, nos vies pré-COVID. La majorité aussi des épidémiologues s'entendent pour dire que nous réussirons à vaincre cet ennemi qu'est le coronavirus avec une vaccination majoritaire de la population mondiale. L'Allemagne, la Russie, l'Autriche, l'Italie, la France, pour ne nommer qu'eux, sont tous des pays qui demandent à leur tour une preuve de vaccination obligatoire pour mettre les pieds dans leur pays. On est conscient que ce n'est pas parce qu'ils le font que nous devons le faire, mais notre situation pandémique ressemble énormément à celle
de l'Allemagne depuis le début et cette vaccination obligatoire les a grandement aidés à limiter les cas de coronavirus. De plus, bien que nous sommes très impatients que l'économie soit relancée pour de bon, aucun gouvernement ne suggère le voyage pour motif de tourisme pour se sortir de cette pandémie et nous espérons que cette motion fasse ralentir l'envie à certains voyageurs pour des motifs qui sont non essentiels. Ce n'est pas le temps de faire du tourisme, nous sommes encore en guerre, une guerre longue, mais que l'on finira par vaincre. Vous savez, chers collègues de l'opposition, en tant que gouvernement, nous sommes souvent portés à prendre des décisions difficiles. Aujourd'hui n'est pas le cas. Cette motion est totalement logique afin de préserver la santé des Canadiens et Canadiennes. Maintenant, laissez-moi passer à la contre-argument de leurs premiers arguments qui portaient sur la chaîne des travailleurs et de l'exportation et importation que l'on fait avec des pays d'ailleurs comme les États-Unis, pardon. On nous a dit qu'il y avait plusieurs villes qui se trouvaient à la frontière entre les États. Donc, je donne la parole maintenant au premier porte-parole de l'opposition. Bonjour, M. le Président, chers collègues. Le gouvernement impose aujourd'hui une motion qui piète sur les droits individuels des Canadiens et des Canadiennes. Sa propre constitution aussi et crée un dangereux précédent sur les pouvoirs gouvernementaux par rapport à l'intégrité des citoyens de la citoyenneté canadienne. Plusieurs Canadiens et Canadiennes se font aujourd'hui enlever le droit d'entrer dans leur propre pays sans se faire vacciner. Même avec avis comme mentionné par le gouvernement, ceci est outrant et complètement déraisonnable. On vire vers le totalitarisme. Pourquoi ceci est pertinent à notre argumentation? Plusieurs Canadiens n'ont pas accès prioritaire à ce vaccin et on pourrait voir plusieurs de ceux-ci affectés par cette motion complètement déraisonnable et qui enfreint les droits et libertés des Canadiens et Canadiennes. De plus, je vais procéder à une certaine réfutation quant à la motion du gouvernement ici présent. Le gouvernement semble que cette motion garantit la santé face aux nouveaux arrivants. Mais l'opposition a plusieurs questions assez inquiétantes par rapport à cette motion. Parce que, premièrement, comment est-ce que le gouvernement va s'assurer de l'authenticité de cette preuve lorsque le vaccin est fait dans un autre pays? Est-ce que l'on va tout simplement accepter, leur faire confiance? Qu'est-ce qu'est le rapport? Comment est-ce qu'on va s'assurer de la protection des Canadiens et Canadiennes? Personnellement, je pense que tout ce qu'on fait, on va à l'aveuglette et on fait confiance à des agences qui ne pourraient pas nécessairement être les plus de confiance. Quels des vaccins vont être approuvés par le Canada? Est-ce qu'on va faire la discrimination contre certains vaccins de certains pays qui ont été approuvés dans leur pays, mais pas les nôtres? Qu'est-ce qui va arriver à ceux qui ont pris ce vaccin-là et qui maintenant ne peuvent pas prendre un autre vaccin pour venir au Canada? Le gouvernement ici présent vient de mettre d'avant une motion inefficace et absolument totalitaire qui vient mettre en danger l'intégrité de notre Charte des droits et libertés canadiennes et donne un pouvoir absolu au gouvernement sur ses propres citoyens. Maintenant, pour ma deuxième réputation, on note à l'opposition que le gouvernement semble imposer une vaccination. On impose ici au gouvernement soit un vaccin ou l'interdiction de voyager. On met en marche un dangereux précédent du côté de l'opposition quant à leurs exigences qui piètent sur nos droits. Personnellement, nous aussi à l'opposition, on a hâte que le COVID soit parti. Mais on ne veut pas que la vie post-COVID, tant attendue par le gouvernement, ça doit pas être un milieu où la peur règne et où les droits des gens sont complètement ignorés dans le but de mettre une certaine motion qui garantit l'illusion de sécurité et de santé. Personnellement, M. le Président, à l'opposition, on pense que cette mesure est complètement, l'effet est complètement amplifié. Ça ne va pas avoir l'effet. Tout ce que ça fait, c'est enlever des droits aux Canadiens et Canadiennes et ça empiète sur notre Constitution et notre Charte des droits et libertés. Merci, M. le Président. Je cède maintenant la parole au deuxième porte-parole du gouvernement. Bonjour, M. le Président. Je suis très heureux de venir vous parler aujourd'hui. Je vais continuer sur les mots de ma collègue pour réfuter leur premier argument qui était un argument économique. Comme ma collègue a mentionné, ils nous ont parlé de la chaîne des travailleurs, mais principalement d'une chose, de la frontière canadienne et US, que c'est un moteur économique, ça va mettre en péril les entreprises canadiennes et américaines. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. On est en temps de crise. On parle ici d'une guerre sanitaire.
Ça va avoir des impacts, ça, c'est les sûr. Par contre, on veut limiter les gros impacts économiques. On veut limiter les morts. On veut limiter les familles atteintes par ça, toutes les conséquences que ça a. On sait qu'il va en avoir, mais on veut limiter les plus grands impacts. On est en temps de crise et on agit de notre mieux, le gouvernement, aujourd'hui, pour protéger l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Et en passant, on ne ferme pas les frontières et loin de là. On fait juste mettre des mesures plus sécuritaires pour l'ensemble de notre population. Et en passant, savez-vous qu'est-ce qui fait encore plus de mal que complexifier la chaîne d'approvisionnement et faire arrêter notre économie au complet, comme en mars dernier? Je vous laisse penser à ça. On ne peut pas se permettre d'augmenter encore notre dette canadienne. C'est l'argent de nos contribuables qui sont à chaque fois affectés. On veut à tout prix empêcher que le Canada au complet retourne en quarantaine globale et doit tout mettre sur pause. C'est ceci qu'on vient aujourd'hui protéger. On vient protéger l'ensemble de notre population. L'opposition spéciale l'opposition, dans le fond, qui nous a mentionné que nous allons manquer de ressources, on allait avancer cette motion. Premièrement, nous donnons un assez grand délai aux entreprises canadiennes pour vacciner l'employé, pour s'habituer avec les compagnies américaines. Puis, on s'assure aussi de ne pas mettre toute l'économie sur pause et de manquer des ressources dans chacun des domaines. On parle juste de complexifier une petite portion comparée au tout le pays. Et pour y aller dessus, voici même un exemple de compagnies qui ont déjà commencé à le faire. Les compagnies aériennes vont bientôt emboîter le chemin de la vaccination, comme le PDG de Qantas, la compagnie aérienne la plus populaire en Australie. Il y a des compagnies qui ont déjà commencé à le faire. Ils vont avoir le droit pour protéger en tant que tel. Si nous revenons sur leur deuxième argument, ils nous ont parlé d'un argument juridique, que c'est contre le droit constitutionnel, et ils nous ont questionné sur l'authenticité des preuves qu'on va demander. Laissez-moi juste commencer pour répondre à leur question d'authenticité des preuves. Bien sûr, en tant que gouvernement, on va demander les preuves nécessaires, comme par exemple, quand vous faites vos impôts, on vous demande tous les documents légaux. Et en passant, juste pour que vous le sachiez, il y a des très grandes conséquences à frauder des documents légaux que le gouvernement demande, et ceci est déjà mis en place, autant par des représailles, par notre système de justice qui sont bien instaurés. Donc, ceux qui vont essayer de frauder ces documents, comme frauder un passeport, auront les représailles nécessaires. En ce moment, il y a 2 vaccins approuvés dans le monde et ils le sont aussi au Canada. Donc, pour toutes ces questions de vaccins approuvés, nous venons d'y répondre. Pour qu'est-ce qui est du droit constitutionnel, je le répète aujourd'hui, c'est très important de comprendre, on est en crise, on est en guerre sanitaire et c'est un choix et non une obligation. De plus, nous l'avons déjà dit, c'est pour une courte période de temps pendant notre crise sanitaire. On le commence à partir du 25 janvier, mais dès que ça ne sera plus nécessaire à la souveraineté de notre économie ou ainsi de suite pour pas que le Canada retombe en zone, nous allons l'enlever. C'est strictement en période de guerre qu'on veut protéger la santé de nos Canadiens. C'est le plus important. On parle de vie en jeu, la vie de famille en jeu, Monsieur le Président. Sur ce, je vais laisser mon gouvernement répondre à leur 3e argument social et finir avec une conclusion qui réitère pourquoi nous avons amplement gagné notre débat, autant pour nos arguments de santé publique, économique et géopolitique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maintenant, la parole est au 2e porte-parole de l'opposition. Monsieur le Président, collègues à l'opposition et membres du gouvernement, aujourd'hui, je vais diviser mon temps de parole en 2. Je vais commencer par un argument et ensuite passer par la réfutation. Donc, je vais commencer par présenter un argument social qui porte notamment sur la discrimination. Donc, cet argument est pertinent parce que la motion va essentiellement interdire le voyage et l'établissement des réfugiés et des immigrants qui veulent entrer ici au Canada. Alors, il n'est pas un secret, Monsieur le Président, que plusieurs pays du tiers-monde, d'où provient une grande portion de l'immigration au Canada, n'auront pas autant accès aux vaccins que les pays occidentaux. Et ça, c'est une réalité. Aussi, dans ces pays, leurs chaînes d'approvisionnement vont être beaucoup moins efficaces que les pays occidentaux et l'accès aux vaccins va juste tout simplement être beaucoup moins bonne que les citoyens vivant dans des pays occidentaux. Donc, ceci fait essentiellement en sorte que le Canada est en train de discriminer
contre les gens provenant de pays de tiers-monde. On dit, OK, non, toi, tu ne peux pas venir parce que tu viens d'un tel pays que la vaccination n'est pas autant bonne, mais toi, qui viens de pays occidentaux, toi, tu peux venir. Alors, c'est une question de moralité qui vient en question que je pense que le gouvernement semble rater le problématique ici. Aussi, de plus, on constate que la motion ne respecte pas aucunement les engagements envers les réfugiés et les immigrants que le Canada a signés avec des engagements internationaux. On est en train de dire non à ces engagements, on est en train de dire non parce qu'on veut protéger notre pays. Non, essentiellement, on dit ici à l'opposition que c'est une motion qui est complètement discriminatoire et qui favorise les pays riches qui ont accès au vaccin et non les pays qui n'auront pas accès à ce vaccin. Alors, aussi, je veux ajouter le point que plusieurs familles immigrantes, essentiellement, un membre de leur famille est déjà au Canada, était ici avant la pandémie, ne pourra pas faire la réunification familiale. Donc, on est en train de dire non, ta famille ne peut pas venir au Canada tout simplement parce que ta famille est incapable d'être vaccinée dans son propre pays. C'est totalement injuste et c'est discriminatoire complètement. Et c'est aussi un manque de main-d'œuvre ici au Canada qu'on a besoin. Alors, l'opposition est alors complètement concernée que cette motion est alors discriminatoire et n'est pas dans les intérêts du gouvernement canadien du tout. Alors maintenant, je vais passer par la réfutation. Je vais réfuter l'argument économique. On parle surtout de dette et que l'économie ne va pas bien, mais je veux demander une question à l'opposition. C'est quoi le coût du manque d'immigration à court terme ici au Canada? C'est une réalité que la société canadienne est une société multiculturelle qui nécessite des immigrants pour grandir son économie. Le taux de natalité ici au Canada est tout simplement trop bas. Alors, les immigrants sont nécessaires. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de proposer une motion qui va limiter notre immigration à seulement quelques pays et que, essentiellement, le pays ne pourra pas fonctionner dans le court terme. C'est tout simple que ça. Aussi, je veux mentionner que c'est quoi le message que ça l'envoie sur la scène internationale quand on dit « Oh non, on accepte seulement de certains pays et de quelques d'autres pays, on dit non parce qu'encore, ils n'ont pas accès au vaccin. » Alors, on envoie un message très négatif sur la scène internationale et ce n'est pas ça que le Canada est valorisé pour, essentiellement. Donc, sur ça, merci, M. le Président. J'invite maintenant le Premier ministre à prendre la parole pour ses remarques finales. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais commencer mon tour de parole en réfutant rapidement la dernière argument de l'opposition qu'ils ont tardé à nous apporter. Ils ont apporté un argument social simplement, bêtement, en nous disant que notre motion faisait en sorte qu'on interdisait les voyages et tout simplement que c'était ça, qu'on interdisait les voyages. J'ai commencé, et c'est dommage parce que l'opposition ne l'a pas écouté, j'ai commencé en disant qu'il ne s'agissait pas d'une obligation de vaccination, mais bien d'un choix, puisqu'il y a une date associée à cette obligation à cette obligation de vaccination, en quelque sorte. Il y a une date, le 25 janvier 2021, M. le Président. Donc, en quelque sorte, ce n'est plus une obligation, c'est un choix, puisque les Canadiens qui souhaitent partir sont donc en connaissance de cause. Donc, non, on ne freine pas les voyages, M. le Président. On tient à la santé de tous les Canadiens et tous les Canadiennes. Le coût de freiner l'immigration de par ça, M. le Président, je ne peux pas vous dire s'il est élevé, s'il n'est pas élevé. Je ne peux pas vous dire il est à combien, mais je vous garantis une chose. Et là, je vais reprendre les mots d'un grand président américain, Barack Obama. En temps de crise, le coût de l'inaction est toujours supérieur au coût de l'action, M. le Président. Essentiellement, toujours. Je vais revenir très rapidement sur nos trois arguments, M. le Président. La première, au niveau de la santé publique. Ça me concerne de savoir que l'opposition n'a aucune considération, ni empathie, ni pitié pour la santé de tous nos citoyens, M. le Président. La santé, c'est primordial dans une économie prospère et c'est en ce sens-là que nous voulons mettre cette motion-là en branle. Le deuxième argument, c'est pas une nation, mais c'est un argument économique.
Comme j'ai dit, le ratio de dette PIB a explosé. Le taux de chômage même est supérieur à 10 % selon Statistique Canada. C'est important de soutenir l'économie, mais on ne peut pas le faire pendant des années et des années et des années. On doit freiner très rapidement le coronavirus, non seulement pour la santé, mais aussi pour des motifs économiques. Le ratio dette PIB, M. le Président, ça fait très longtemps dans notre pays qu'il n'a pas été aussi élevé. Il va falloir travailler à le baisser. Puis ça passe en partie avec cette proposition-là, M. le Président. Le troisième argument, c'était un argument au niveau de la géopolitique. Ce n'est pas comme si ce dont on parle aujourd'hui, c'était nouveau. C'était quelque chose dont il n'avait jamais été question dans le monde. Plein d'autres pays, comme ma collègue l'a dit, la France, l'Allemagne, l'Autriche, se posent ces mêmes questions-là. Il y a même des pays qui ont déjà emboîté le pas à ce niveau-là. Et encore une fois, je tiens à le répéter, ce n'est pas une obligation, mais c'est bien un choix, M. le Président. À l'international, beaucoup de pays se posent la question et on souhaite un leader, on souhaite être un leader mondial au niveau de la santé publique pour nos citoyens, M. le Président. Bref, j'ai l'impression que l'opposition ne saisit pas complètement l'ampleur et la gravité de la situation. J'ai pas l'impression que l'opposition est au courant de ce qui se passe réellement dans les maisons des aînés, les CHSLD, les hôpitaux. J'ai pas l'impression, M. le Président, que l'opposition a non seulement de la considération, mais de l'empathie pour nos amis, nos parents, nos enfants, M. le Président. Et en ce sens-là, je vous garantis, on a clairement gagné le débat. Merci beaucoup. Et maintenant, je cède la parole au chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, le gouvernement nous a présenté une motion qui était, comment pourrais-je dire, assez floue, puisqu'il nous parle d'une obligation, dans la motion, parle d'une obligation d'être vacciné pour rentrer au Canada à partir du 22 janvier selon leurs modalités. Mais ensuite, le premier ministre continue de nous rappeler que c'est un choix. Est-ce que c'est une obligation ou un choix? Est-ce qu'il peut nous éclairer là-dessus? Monsieur le Président, nous trouvons que c'est inacceptable de jouer de cette façon-là avec ces mots de « Ah, c'est un choix, c'est une obligation, c'est un choix, c'est une obligation ». Monsieur le Président, il faut être clair. Et nous, à l'opposition, on est clair. Mettre cette motion de l'avant et l'adopter mettrait en péril plusieurs aspects de la société canadienne. Notamment, notre premier argument, énumérer les aspects économiques et les conséquences économiques que ça aurait. Nous avons développé sur le principe que cette motion d'obliger les vaccins à partir du 22 janvier mettrait en péril la chaîne d'approvisionnement du Canada, particulièrement entre le Canada et les États-Unis, qui, je le rappelle, est la plus grande frontière non militarisée au monde, mais aussi sur la main-d'œuvre. Parce que je le rappelle, M. le Président, qu'il y a des milliers et des milliers de Canadiens et d'Américains qui traversent la frontière à tous les jours de façon sécuritaire pour pallier au manque de main-d'œuvre dans les provinces canadiennes, particulièrement dans les villes du sud du pays. Et cela, M. le Président, c'est nécessaire pour non seulement faire fonctionner notre économie, mais aussi pour faire fonctionner la vie des gens en général. C'est mettre en péril la chaîne d'approvisionnement et mettre en péril, en fait, ce que les Canadiens et les Canadiennes peuvent recevoir. De plus, nous avons élaboré sur un argument juridique parlant de la constitutionnalité, ou plutôt le droit constitutionnel, et le gouvernement semble oublier ses obligations constitutionnelles, puisque selon la Charte canadienne des droits et libertés, les Canadiens et les Canadiennes ont le droit de voyager à l'intérieur du pays et de revenir au pays dans n'importe quelle situation, et cette motion va à l'encontre des droits constitutionnels des Canadiens et des Canadiennes. Monsieur le Président, c'est complètement inacceptable de jouer de cette façon avec les droits constitutionnels de notre chère Charte. L'opposition nous a aussi parlé dans une de leurs arguments de la position géopolitique. Monsieur le Président, si les autres pays veulent brimer les droits de leurs citoyens, qu'ils aillent de l'avant. Mais nous, au Canada, on respecte l'État de droit et on respecte notre Constitution. Finalement, Monsieur le Président, nous avons élaboré sur un argument social qui est d'autant plus important, qui parle de la discrimination. Monsieur le Président, comment allons-nous dire aux réfugiés canadiens, aux familles des réfugiés canadiens qui ont arrivé avant la pandémie que « Oh non, votre famille ne pourra pas venir au Canada. Des mères, des parents, des enfants ne pourront pas être réunis pour le simple fait que votre pays n'est pas capable de recevoir un vaccin. » Monsieur le Président, c'est complètement inacceptable et c'est immoral. Nous, à l'opposition, on a pris en considération ces impacts-là et le gouvernement semble avoir fait fi de tous ces impacts qui mettent en péril plusieurs facteurs de la société canadienne. J'aimerais rappeler, M. le Président, que le Canada est une société multiculturelle et une terre d'accueil et qui respecte le droit de tous ses concitoyens, incluant le droit de venir et de sortir du pays. Nous n'avons pas parlé du voyage, nous avons simplement parlé de l'immigration et, M. le Président, cela mettrait un frein à cette notion. L'opposition a clairement indiqué que cette motion était néfaste pour les Canadiens et les Canadiennes. Merci, M. le Président.
Merci aux deux équipes. Vous pouvez vous retirer.